Oui, 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 moi je vous entends. Oui. Ah, Ok. super. Est-ce Super, que... super. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce Alors, que oui, on vous entend très bien. Ah, On s'excuse énormément pour le retard. On a eu des problèmes avec le Zoom. Pas de souci. Et puis, de plus, il manque encore 2 intervenants qui ne sont pas encore là. Ce qui est dommage, c'est que c'est un de chaque conférence. Donc, C'est ça pas de fait que chance. c'est même On pas peut qu'on pas peut commencer faire une une conférence. conférence avant l'autre. Mais ils vont arriver. Mais pour ma part, on peut attendre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil d'avoir accepté de participer à notre conférence débat. C'est vraiment Oui, très chouette. c'est un plaisir de pouvoir dialoguer puisqu'on ne peut pas se rencontrer. Exactement, c'est bien. Ouais. Et oui. Heureusement, ça vient petit à petit. On va pouvoir se revoir à nouveau Oui. et faire ça dans un cadre bien plus attrayant. Est-ce que ma caméra marche ou toujours pas? Non, Ah ah. je vais dans le noir le plus Et total. puis, on est bien, il y aura que les participants au débat dans la conférence. Bien. Oui, alors en fait, il y aura 5 minutes de présentation d'un parti, et puis, d'une position et 5 minutes de l'autre position, donc un intervenant puis l'autre. Et ensuite, il y a 20 minutes de débat avec les questions des participants qui peuvent demander. Et après, la deuxième conférence, c'est la même chose, c'est-à-dire 5 et 5 minutes, et après 20 minutes de questions. Et on va probablement commencer avec l'initiative sur les pesticides de synthèse, et ensuite, on passera sur l'initiative antiterroriste. Et voilà, je crois que j'ai expliqué. Et donc, on va bientôt faire rentrer tous les participants aussi. Là, on vous a d'abord fait rentrer vous, si jamais vous avez des questions, mais ensuite, on fait rentrer tout le monde, quoi. Merci de nous donner la parole en primeur. Mais pour moi, je n'ai pas de questions particulières. Je suis fin prêt, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Ça, je vous remercie. Je reteste ma caméra qui visiblement ne sait pas. Ah, ok. Bon, malheureusement, je suis un peu navré avec tout ça. Edouard Mitchell, en fait, c'est Jean-Denis Perrochet. Il y a un autre, il m'a envoyé un mail. Ah. Alors, est-ce que Virginie Cavalier est arrivée aussi? Virginie Cavalier, non, elle n'est pas là encore. Ah, mais peut-être qu'elle va rejoindre à 19h15 pour le débat. Je vais lui envoyer un petit message pour lui rappeler. Effectivement, je lui ai dit qu'on serait à la deuxième conférence, donc c'est possible qu'elle vienne plus tard. Je vais envoyer un mail pour lui rappeler. J'ai pu comprendre qu'on peut afficher un PowerPoint pour le débat. Oui, tout à fait. Exact. Tout à fait. Et puis, c'est pour les 5 minutes d'intro ou bien pour les 5 minutes d'intro plutôt. Ok, ouais. Parce qu'après, le débat sera ouvert. Écoutons, votre support visuel ne sera pas forcément adapté aux questions du public. Tout à fait. Bonjour, monsieur Jean-Denis Perrochet. Du coup, c'est Jean-Denis Perrochet ou Edouard Mitchell? C'est Edouard Mitchell. Edouard Mitchell, d'accord, ok. J'avais eu une autre information. Ah, ok, en remplacement. Je le remplace parce que j'ai plus l'habitude de passer des PowerPoint et puis c'est plutôt. Ok, parfait. J'ai pu me libérer, disons. Voilà, c'est surtout ça. Désolé, Noélie, il va falloir que je requitte et que je rejoigne mon programme de plante un peu. Oui. Alors, du coup, oui, c'est pour ça qu'on ne vous avait pas fait rentrer avant, parce qu'on attend encore on attendait les intervenants, mais donc vous êtes là. On va petit à petit faire rentrer les participants. Et donc, pour information, on va les faire rentrer, comme j'expliquais aux autres intervenants, on vous cédera la parole, ce sera 5 minutes et 5 minutes. Donc, il y aura Claude Belair pour l'autre position pour l'initiative sur les pesticides. Et voilà, donc on vous expliquera tous les détails au début de la réunion. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions, déjà là maintenant. Moi, je viens un petit peu au pied levé, donc je ne sais pas trop. J'imagine que c'est les jeunes des Cublons, si j'ai bien compris. Oui, exactement. On se présentera de toute façon au départ. C'est bien, c'est chouette. Et puis, peut-être une question. Oui. Pour le débat, donc, c'est le oui qui commence ou le non?
Ça, c'est égal. C'est comme vous Ah, je ne sais préférez. pas si vous avez un ordre prévu ou pas Non, 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 forcément. alors à ce niveau-là, on n'a pas prévu d'ordre entre oui ou non. Ok. Mhm. Ça, c'est- Selon votre bon vouloir. Bon, Alan, si ça te va, je vais faire rentrer les gens parce que Oui, ouais, je suis désolé, j'ai plein de problèmes techniques, mais malheureusement, la caméra, on va devoir s'en passer. bon, c'est pas grave, si t'as pas la caméra. Au pire, essaie depuis ton appel, mais je vais quand même Ouais, faire je rentrer vais. les gens parce que là, ça fait Oui, oui, longtemps. tout à fait, tout à fait. Je te laisse faire aussi l'introduction Ok. et puis on va attaquer avec ton débat. Ouais, Votre... ça joue. Juste, je ne suis pas sûr, vous avez prévu combien de temps pour… Alors, ça fait 10 minutes de présentation, puis ensuite 20 minutes de questions, de débat. D'accord. Ok. Alors, les participants sont en train de rentrer dans la salle. Ok. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde est là? Enfin, ouais, tout le monde est là, ça ne pouvait pas savoir, mais est-ce que vous m'entendez tous dans les participants? Si vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut ou comme ça. Ouais, ok, nickel. Alors, bon, excusez-nous déjà tout d'abord pour le retard. On a eu des petits soucis techniques avec Zoom. Et donc, nous voilà enfin. Et donc, pour commencer, je vais vous faire, je vous présente vite fait qui on est, qui nous sommes. Donc, nous sommes le Conseil des jeunes des Culs Blancs, qui sommes créés depuis maintenant presque 2 ans. Et on essaie d'organiser des conférences, débats sur les objets de votation afin de sensibiliser un peu le public, notamment, surtout les jeunes, mais aussi c'est ouvert à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir enfin, vous le savez déjà, mais nous avons une conférence débat sur le sujet de l'objet de loi concernant les pesticides de synthèse et la loi sur euh, les mesures de protection contre le terrorisme. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir pour l'initiative pesticides de synthèse Monsieur Claude Belair et donc Monsieur Edouard Mitchell qui remplace Jean-Denis Perrochet. Et pour l'autre loi, nous avons Lev Pirovet et Virginie Cavalli qui va arriver, je pense, en cours de route lorsque nous arriverons à cet objet-là. Donc, sans plus tarder, donc ce sera à chaque fois 5 minutes de présentation d'une position, 5 minutes de présentation de l'autre position, puis ensuite vous aurez 20 minutes de débat pour poser les questions que vous voulez à chaque intervenant. Et ensuite, on passera au prochain débat que Alan vous présentera. Donc, sur ce, je ne sais pas si Claude Belair, vous voulez commencer ou Edouard Mitchell. Volontiers, volontiers. Ok. Alors, commençons par Claude Belair. Je vous cède la parole. Si vous avez quelque chose à partager ou quoi que ce soit. Merci. Alors, mesdames, messieurs, merci de me donner la parole, l'opportunité de présenter l'analyse des arguments concernant l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Je vais devoir lire mon texte parce que j'ai beaucoup de choses à dire et puis pour que j'arrive à rester dans le temps proposé, je vais vous lire un petit peu mes arguments. Voilà, alors je suis Claude Belair, je suis agriculteur, j'exploite un domaine en association avec mon fils, un domaine herbager bio sur les coteaux de la commune de Montreux. Notre production principale est la viande de bœuf et la production d'énergie à base de nos forêts et de nos engrais de ferme. Mais ce soir, je me présente devant vous en titre de président de Prométhère. Je vous rappelle que 60% des terres agricoles suisses sont des prairies naturelles et qu'elles ne peuvent être converties en cultures vivrières parce que leurs topographies sont trop ingrates ou que les sols sont trop superficiels ou qu'elles sont trop en altitude. Il nous reste donc à disposition 400 000 hectares de terres arables, ce qui représente 5 acres ou 500 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne mondiale à disposition est de 20 arts ou 2000 mètres carrés. Sur ces terres, nous cultivons des céréales, des oléagineux, des protéagineux, des tubercules et quelques prairies temporaires. Mais j'en viens à l'initiative pour une cible de pesticides de synthèse. Les produits de protection des plantes utilisés par l'agriculture sont appelés des pesticides, également pour l'agriculture bio. Ceux utilisés dans le secteur agroalimentaire pour nettoyer et désinfecter les installations de production sont appelés des biocides. Cette initiative touche l'agriculture, les entreprises de la filière agroalimentaire,
les entreprises diverses qui entretiennent des espaces verts, comme par exemple les jardins privés, les jardins publics, les services des routes, les CFF principalement. Ils devront donc tous renoncer aux pesticides de synthèse et aux biocides. Une étude de l'Université de Saint-Gall de 2020 relève que cette initiative ferait diminuer notre production agricole de 30%, qu'elle diminuerait nos choix dans les étalages et ferait augmenter le prix de la nourriture. De plus, la biodiversité s'en verrait amoindrie par des importations en augmentation. La production agricole ne pourra pas être maintenue à son niveau actuel car les produits de traitement autorisés en agriculture biologique n'offrent pas le même degré de protection contre les ravageurs ou les plantes concurrentes que les produits de synthèse. De plus, nous n'avons pas encore de moyens naturels contre certaines maladies ou pathogènes, particulièrement pour les cultures de colza, de betterave, de pommes de terre, pour les choux, les céleris, les pommes et d'autres encore. Une autre conséquence importante serait l'augmentation des coûts unitaires de production, découlant d'une plus faible production à l'unité et nécessiterait de recourir à davantage de main-d'œuvre pour assurer les interventions manuelles et mécaniques indispensables aux cultures biologiques. Le consommateur, de son côté, devrait s'accommoder d'une offre limitée. Il doit s'attendre à ce que les coûts de son alimentation prennent l'ascenseur, ce qui n'est pas anodin par les temps qui courent. L'industrie alimentaire serait elle aussi fortement touchée. Les biocides de synthèse sont en effet nécessaires pour lutter contre les parasites, procéder aux opérations de nettoyage et désinfection. Il ne serait plus possible d'effectuer ce travail de manière appropriée pour garantir en tout temps une hygiène irréprochable. Encore un élément important, il s'agit de l'obligation qui serait faite aux importations de respecter les règles de production imposées à la production indigène. Dans ce cas, la Suisse violerait les engagements internationaux, notamment vis-à-vis de l'OMC et de l'Europe. Mon opposition à cette initiative ne signifie pas qu'il n'y a rien à entreprendre pour améliorer la préservation des ressources et de la biodiversité. Je me dois donc de rappeler que les pratiques agricoles sont en constante évolution et que l'agriculture fait depuis de nombreuses années de gros efforts pour trouver des alternatives aux produits de synthèse, comme le développement de l'agriculture de conservation, les méthodes de culture avec les plantes compagnes, les plantes associées, l'utilisation de phéromones, de prédateurs naturels, l'homéopathie, la phytothérapie et bien d'autres encore. De plus, au plan fédéral, à la session de mars 2021, une initiative parlementaire vient d'être acceptée. Elle est ambitieuse dans ses objectifs. Elle souhaite faire diminuer de 50% les risques liés aux produits de synthèse d'ici 2027 et a le grand mérite de ne pas exclure totalement l'ensemble des produits de synthèse. Mais que signifie une réduction de 50% des risques? C'est une formule qui intègre le poids des produits, leur mode d'action, leur durée d'action dans la plante et dans les sols, leur vitesse de dégradation autant dans les plantes que dans les sols et l'évolution des métabolites de dégradation de ces produits. D'autre part, une grosse interrogation subsiste quant à la quantité et à la qualité de ce que nous importons. Le blé dur, le riz et la bière sont massivement importés et produits de manière conventionnelle. Les pays exportateurs vont-ils produire selon nos exigences sans pesticides? La réponse à cette question n'est pas connue, mais elle met en cause la sécurité alimentaire et la diversité des aliments pour le consommateur. À cela vient encore s'ajouter les pathogènes comme le souchet comestible, le frelon asiatique, la mouche Suzuki, le syndrome de la basse richesse de la betterave, qui arrivent avec le changement climatique et contre lesquels nous n'avons pas de réponse naturelle. Alors l'agriculture est consciente de la situation, mais il faut du temps pour trouver des solutions techniques et les variétés résistantes permettant de nourrir la population tout en diminuant l'utilisation de produits de synthèse. La découverte d'une nouvelle variété de blé demande 12 à 15 ans de travail. La Suisse, pourtant pays débordant de matières grises, devrait investir massivement pour trouver des solutions qui permettent de réduire l'utilisation des produits de synthèse, de s'adapter au changement climatique, aux nouveaux pathogènes, aux volontés de la société et d'en faire profiter les agriculteurs d'ici et ceux d'ailleurs, plutôt que de diminuer la production chez nous et aller chercher notre nourriture là où elle fait peut-être déjà défaut. Pour ces raisons, je suis fermement contre cette initiative et je voterai le non le 13 juin prochain. Je vous remercie de votre attention. Je me tiens à vos dispositions pour des questions. Merci beaucoup. Et donc, Edouard Michel, vous pouvez prendre le relais. Très bien.
merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran, si c'est autorisé. Est-ce que vous avez demandé de partager l'écran? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça joue? Ah, ok, parfait. Vous le voyez? Oui, c'est parfait, merci. Très bien. OK, alors, je vous remercie de l'invitation. Bon, bah, je suis bien sûr pas tout à fait d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. Je vais vous donner donc ma présentation et qui va permettre de répondre à un certain nombre de points qui ont été évoqués. Donc, pour moi, cette initiative dont je suis un des membres du comité, en fait, c'est une chance unique et c'est effectivement un choix de société, un choix crucial pour les générations futures. Et quand on a en fait préparé cette initiative, on a bien sûr pensé notamment à la jeune génération. En résumé, donc c'est une interdiction sur une période de 10 ans pour une transition qui touche la production agricole, la transformation des produits, l'entretien du territoire, donc en fait toute utilisation de pesticides de synthèse en Suisse, et également l'importation. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et en fait, beaucoup de personnes, et y compris beaucoup d'agriculteurs, en fait, ne se rendent pas compte de cette clause d'importation qui est en fait tout simplement la meilleure protection que l'agriculture suisse a jamais été, qui a jamais été offerte en fait à l'agriculture suisse, qui aujourd'hui en fait est confrontée à une concurrence, on peut dire déloyale, de la part de produits importés qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas les mêmes normes que ce qui se fait en Suisse. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de notre initiative. On parle de pesticides de synthèse. Parfois, la confusion est entretenue sur le fait qu'un pesticide soit produit en usine, même si c'est des molécules naturelles. Non, nous avons toujours été très très clairs, c'est des molécules qui n'existent pas à l'état naturel, hautement toxiques, dont il s'agit. En fait, quand on parle de pesticides de synthèse, on mélange également des principes actifs. Il y a le principe actif des adjuvants d'autres molécules qui sont mélangées avec. Tout ça, ça donne la formulation commerciale et toutes ces molécules se dégradent dans la nature en ce qu'on appelle des métabolites qui souvent sont tout autant toxiques que les différents produits de base, parfois en fait même plus, en tout cas plus pour certains organismes que d'autres. Bref, on a une complexité chimique qui est absolument phénoménale, on parle de milliers de molécules, tout ceci bien sûr mélangé à des degrés divers et c'est en fait déjà tout simplement impossible de tester l'impact de tous ces mélanges, de toutes ces molécules sur l'environnement et bien sûr encore moins sur notre santé. Ce d'autant plus que l'on parle d'exposition quotidienne depuis notre conception jusqu'à notre mort. Alors très brièvement, les degrés de contamination environnementale par les pesticides, quels sont le genre d'effets? Alors si on peut résumer ça en une dia, voilà ce qu'on aurait. En fait, des pesticides de synthèse, on va en trouver partout. Si vous faites des analyses de l'air, vous allez en trouver. Si vous analysez les cours d'eau, il y a une étude récente qui a montré que les cours d'eau qui sont représentatifs du plateau suisse et des zones finalement où on a aussi des alimentations de nappes phréatiques sont contaminés régulièrement par des pesticides et dans la majorité des cas, les concentrations de pesticides de synthèse dépassent les normes autorisées. L'ensemble des sols agricoles de Suisse, une étude vient de paraître en début d'année qui a montré que tous les sols testés sont contaminés par des pesticides de synthèse, y compris des sols cultivés en bio depuis plus de 20 ans. Et que en fait, cette contamination, plus elle est importante, plus elle affecte l'abondance et le fonctionnement microbiologique des sols qui sont garants en fait, d'une fertilité naturelle. Donc, plus on met de pesticides de synthèse, moins on a de fertilité naturelle qui est en fait un cadeau que la nature nous donne. On a bien sûr des déclins majeurs d'insectes. Vous avez tous entendu parler sans doute de ce déclin de plus de 75% de la biomasse des insectes en Allemagne. On n'a pas de données équivalentes pour la Suisse, mais par contre, on sait qu'en Suisse, dans les zones agricoles, on a eu un déclin en une génération de 60% des insectes, des oiseaux insectivores. Donc, si les oiseaux insectivores diminuent, c'est bien parce que leur nourriture a également diminué. Les plantes sont également contaminées. On a une autre étude sur les moineaux des zones agricoles. 100% a été contaminé avec des néonicotinoïdes. Et finalement, à des degrés divers, la nourriture que l'on consomme est contaminée par des pesticides à différentes concentrations. Ce n'est pas forcément au-delà des normes autorisées. Mais en fait, on est donc exposé, ça c'est une réalité qui se manifeste notamment si on fait des analyses de contenu de cheveux ou d'urine, on se rend compte qu'on a des contaminations régulièrement. Quelles sont les implications pour la santé? Eh bien, les médecins sont de plus en plus
en soucie par rapport à ça, et parce qu'un certain nombre de ces pesticides de synthèse, en fait, la majorité d'entre eux sont non seulement un impact à des fortes concentrations, mais également à des concentrations extrêmement faibles, puisque ce sont des perturbateurs endocriniens. Et quand on a une molécule qui est en fait un perturbateur endocrinien, il n'y a pour ainsi dire pas de seuil sûr qui nous permette de dire on peut en manger une telle quantité et on n'aura pas d'impact sur notre santé. En fait, on ne peut aujourd'hui tout simplement pas dire ceci. Donc voilà un certain nombre de maladies qui sont de plus en plus problématiques. On a également des nappes phréatiques qui sont contaminées par notamment le chlorothalonil. Vous avez tous entendu parler sans doute de ce scandale qui touche en fait l'eau d'alimentation d'1 million de personnes habitant sur le plateau suisse, qui est donc en fait un cancérigène. On parle beaucoup du déclin de la biodiversité. Alors on nous dit, oh, mais il n'y a pas que les pesticides. Effectivement, il y a d'autres problèmes, notamment la destruction des habitats, l'introduction d'espèces, le réchauffement climatique. Mais quand on regarde ces différents facteurs qui causent le déclin de la biodiversité, donc c'est vraiment un des défis de notre génération et de la génération à venir, c'est les pesticides de synthèse sont vraiment le facteur sur lequel on peut agir le plus efficacement et le plus rapidement possible, ce d'autant plus qu'en fait, on a, pour la majorité des cas, des alternatives qui sont tout à fait réalistes. Quand on parle de concentration extrêmement faible, parfois ça dépasse tout entendement. Je vous donne juste un exemple ici chiffré. Je ne vais pas vous abreuver de trop de chiffres, mais en fait, la concentration de 0,1 nanogramme par gramme, c'est la concentration la plus faible pour laquelle un effet significatif a été observé sur l'abeille domestique, pour les néonicotinoïdes. Et cette concentration-là, on la trouve dans la moitié des miels du monde. On a fait une étude il y a quelques années, on a sorti sur 200 échantillons du miel du monde entier. On a trouvé dans la moitié des cas une concentration qui dépassait cette limite. Ça semble vraiment extrêmement faible, et c'est effectivement extrêmement faible. C'est une pièce de 5 centimes dans à peu près 1,7 ou 8 fois la masse de la Tour Eiffel ou 10 km de train ICN. Là, vous vous dites que je délire complètement, que ce n'est pas possible à ces concentrations-là d'avoir effectivement un impact sur la santé d'un organisme. Si vous avez fait un peu de chimie, vous savez que les molécules, ça pèse vraiment pas grand-chose, et qu'en fait, à cette concentration-là, vous faites le calcul, vous arrivez à 230 millions de molécules dans le cerveau d'une abeille. Ceci pour un pesticide qui est jusqu'à 10 000 fois plus toxique que le DDT. Et donc là, vous commencez à comprendre qu'effectivement, c'est tout à fait possible d'avoir un impact sur la santé d'une abeille, par exemple, sur son développement, sur sa capacité de se reproduire ou sur sa capacité de s'orienter dans l'espace. Là où j'aimerais en arriver, c'est qu'en fait, tout est lié. Si vous avez un impact majeur sur l'environnement, sur la biodiversité des insectes, il serait totalement illusoire de penser que ceci ne va pas nous affecter. Les insectes, notamment les ravageurs, sont des insectes extrêmement résistants, qui se reproduisent vite, avec des très très grandes populations, qui sont capables de s'adapter en fait assez rapidement aux pesticides. Donc, si vous avez des pesticides qui sont capables de tuer ces organismes, bien sûr, qui vont aussi avoir un impact majeur sur des organismes plus fragiles, et notamment les prédateurs naturels de ces ravageurs, et puis bien entendu des organismes qui se reproduisent beaucoup moins vite et qui sont moins nombreux que tous les insectes, c'est-à-dire les mammifères et en particulier nous. Donc en fait, d'imaginer que vous allez pouvoir trouver une molécule miracle qui va tuer tous les insectes d'un champ et que cette même molécule ne va pas nous affecter, nous qui sommes aussi des animaux, eh bien c'est complètement illusoire, c'est un vœu pieux. Il a été question du coût des aliments. Eh bien, en fait, ce que vous savez sans doute peut-être, c'est qu'une petite partie du prix que l'on paye au magasin quand on achète des aliments va au producteur. La majeure partie du prix, c'est la logistique, les transformations, les intermédiaires, etc. Et puis, finalement, aussi la marge de profit du magasin. Or, la marge de profit et les coûts intermédiaires sont nettement plus élevés pour le bio, en partie parce qu'on a un plus petit marché, donc vous ne faites pas la même économie d'échelle, mais en partie aussi parce que notamment la grande distribution fait un gros profit sur le bio, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait documenté. Donc maintenant, on ne parle pas de bio, on parle de pesticides de synthèse uniquement, mais si l'ensemble de la production est produite sans pesticides de synthèse, il n'y a plus aucune raison d'avoir cette plus-value sur ces produits-là. Ça veut dire que le M-budget et le prix garanti seront aussi exempts de pesticides de synthèse, et donc ce ne sera plus un privilège de riches, de bobos, si vous voulez, que de manger de la nourriture sans pesticides de synthèse, qui aujourd'hui est le cas. Donc voilà, en fait, en résumé, cette initiative est totalement réaliste. On a aujourd'hui plus de 7000 fermes bio qui
n'utilisent pas de pesticides de synthèse. On a à peu près 18 500 fermes IP qui en utilisent quasiment pas, qui sont en fait à un pas, si vous voulez, de faire le pas. Et puis, on a également plus de 1000 sociétés actives dans la transformation des produits bio qui se passent tout à fait des pesticides de synthèse. Donc, quand il est fait mention de biocides et que ce serait impossible de nettoyer une cuve, par exemple, je ne sais pas quel produit vous mettez dans vos cuves, mais moi, je n'ai pas tellement envie qu'on me rajoute des pesticides de synthèse lors de la transformation de mes produits alimentaires. Donc, visiblement, ces sociétés trouvent ont tout à fait des produits qui sont utilisables. L'entretien des territoires, les CFF, etc., c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'on a aussi nos enfants qui vont sur les places de jeu, on a des gens qui habitent à proximité immédiate de champs, et en Suisse, il n'y a pas de règles strictes pour l'utilisation ou la non-utilisation des pesticides de synthèse pareil, potentiellement cancérigènes pour des parcelles agricoles qui jouxteraient directement des habitations. De nouveau, la clause d'importation est quelque chose d'absolument fondamental et c'est en fait le meilleur moyen de protéger notre agriculture contre une concurrence déloyale. On demande un effort à nos agriculteurs, effort pour lequel ils seront bien sûr soutenus et ensuite, en contrepartie de ceci, eh bien, vous avez la garantie que toute nourriture achetée en Suisse finalement ne contiendra pas de pesticides de synthèse. 10 ans pour changer ceci, ça veut aussi dire 10 ans pour mettre en place les filières, pour mettre en place les vérifications, pour faire développer chez les pays producteurs de nourriture, la nourriture que nous importons, de vérifier que ces choses soient validées. Donc, cette initiative est souvent présentée comme étant anti-agricole, mais ce n'est absolument pas le cas. En fait, on a réellement pensé, bien sûr, à un changement majeur, mais on a également pensé au soutien des paysans, et ceci a été tout à fait bien compris, puisqu'on a plusieurs associations agricoles qui nous soutiennent. On a également la Fédération romande des consommatrices qui nous soutiennent. Donc, quand on parle de prix des aliments, eh bien là, on a quand même un interlocuteur de choix. On a bien sûr d'autres soutiens comme les apiculteurs, les pêcheurs en rivière, etc., qui constatent le déclin de la faune aquatique et des poissons. Donc voilà, on n'aime pas, parfois on entend qu'on n'aime pas interdire, mais en fait, finalement, c'est quelque chose que l'on fait. L'économie suisse sait s'adapter. On a régulièrement eu des interdictions comme l'essence sans plomb, l'amiante, etc. On est capable de relever ce genre de défi. C'est également une chance pour l'innovation. La Suisse est un pays d'innovation. Et en fait, les solutions que l'on va trouver, qui existent en partie déjà et qu'on va encore trouver, ça permettra à des PME suisses notamment de se placer sur un marché d'avenir. Le changement, il est en cours en Suisse et ailleurs exactement, et ailleurs pareillement. Et donc, en fait, je pense que la Suisse est vraiment le pays qui est le plus, le meilleur, en meilleure position, disons, pour faire ce changement. C'est également une carte de visite absolument formidable pour notre pays, qui a déjà une très, très bonne réputation à l'international. D'ailleurs, l'ONU est très enthousiaste au sujet de cette initiative et regarde vraiment le vote, va analyser ce vote de façon tout à fait attentive. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de montrer l'exemple. On n'est pas toujours les premiers. Par exemple, le droit de vote des femmes, ça date que d'il y a 50 ans, mais beaucoup d'autres pays ont fait ce pas avant nous. On a cette fois l'opportunité d'être des pionniers. On ne serait pas les premiers. Il y a d'autres pays comme le Bhoutan, comme Cuba et des régions qui sont plus grandes que la Suisse, notamment en Inde, qui se passent déjà de pesticides de synthèse. C'est vraiment un mouvement qui est en cours. Donc l'idée, ce serait plutôt d'être dans la locomotive ou dans les premiers wagons plutôt qu'en queue de train. Donc moi, je vous encourage évidemment à voter oui le 13 juin pour cette initiative. Donc voilà, juste pour finir de parler de ces questions de tabou, notre société est pleine finalement de tabous et d'interdictions, et si la question du fondement judéo-chrétien de notre société vous interpelle, eh bien sachez que 8 des 10 commandements sont également des interdictions. Donc notre société finalement est basée également sur des interdictions. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation express. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions chez les participants? Sans autre lever la main si vous avez quelques questions. Oui. Alors, Christophe.
Bonjour, je me présente, je suis Christophe Longchamp, je suis agriculteur en production raisonnée. J'ai été invité, enfin Claude Belair, dont je suis aussi au comité de promoteurs, m'a demandé de participer, c'est volontiers que c'est volontiers que je participe. Donc j'ai relevé bien quelques points. Donc bien sûr, je suis du pôle de Foinon, hein, ça c'est clair. Vous parlez, Monsieur Mitchell, vous parlez que les agriculteurs seront soutenus. J'aimerais savoir de quels moyens ou de quelle façon, parce que si on passe tous en agriculture bio, l'enveloppe des paiements directs devrait doubler au niveau suisse. Comment vous allez nous garantir que l'enveloppe va doubler, parce qu'il nous faut ça pour qu'on arrive à vivre sur nos exploitations? Alors, je dirais déjà, une première chose, c'est qu'on ne demande pas le bio, on demande l'abandon des pesticides de synthèse. Donc, il ne faut pas venir nous dire que c'est du bio qu'on demande, c'est quand même pas la même chose. Donc, quand on parle de diminution de rendement et qu'on se base sur les analyses, notamment du FIBEL, l'expérience DOC qui parle de 20% de différence de rendement, eh ben, c'est un chiffre intéressant, mais qui n'est pas exactement celui qui nous intéressera ici. Donc, ça, c'est une chose à dire. Il faut quand même comprendre que ce qui est proposé ici, c'est un changement qui est effectivement assez clair. Pour certains agriculteurs, ça ne sera pas de changement du tout. Pour d'autres, ce sera un changement relativement simple ou envisageable assez facilement. Pour d'autres, ce sera plus difficile. Mais on parle d'une volonté populaire. À partir du moment où le peuple suisse propose un changement tel que celui-ci, je ne peux pas imaginer une minute que le Conseil fédéral ou que le Parlement décide de laisser les agriculteurs se débrouiller et d'aller à la ruine. On a une volonté populaire qui s'exprime. Le soutien à l'agriculture, comme vous le savez, est inscrit dans la Constitution. C'est les paiements directs qui sont là. Pour moi, c'est une évidence que si la volonté du peuple s'exprime, eh bien, les agriculteurs vont être accompagnés dans cette transition, aussi bien par des aides théoriques, des conseils techniques, que économiquement. C'est-à-dire, imaginez que vous venez de faire un investissement d'1 million, vous avez mis tout votre deuxième pilier pour mettre à jour votre installation, avec en tête, bien sûr, la politique agricole actuelle. Vous aurez 10 ans pour rentabiliser cet investissement, mais ça ne va pas vous suffire. Il faudrait, vous l'avez prévu sur une génération, sur 25 ou 30 ans peut-être. À mon avis, je pense que c'est tout à fait évident et logique qu'il y aurait, si vous devez repenser maintenant votre infrastructure, il va devoir y avoir des aides pour le faire. De nouveau, la volonté populaire s'exprime. Le Parlement, l'Union suisse des paysans, qui est quand même un lobby puissant, sous la coupole fédérale, si le peuple suisse dit oui, pensez-vous que l'USP ne va pas mettre tout son poids dans le débat pour que la loi d'application permette effectivement cette transition sans que les paysans soient prétérités dans leur revenu en premier lieu, et puis donner toutes les chances pour que cette chose puisse se faire? Pour moi, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment de la peine à comprendre ce sentiment, disons. Enfin, je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément changer, personne n'aime changer. Hein. Donc, et quand vous dirigez une entreprise, que vous avez investi, il y a aussi ce fait que la politique agricole, on dit ce qu'on veut, mais elle change quand même régulièrement. Une fois, on vous dit, bah voilà, il faut produire comme ci. Une fois, on vous donne des paiements par UGB. Une fois, c'est par surface. Vous devez sans arrêt jongler, vous adapter. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne suis pas paysan, mais j'ai quand même discuté avec pas mal de paysans au cours des dernières années. Je suis tout à fait conscient de la réalité économique de gérer une PME qui est une exploitation agricole. Donc pour moi, de nouveau, c'est une évidence. On a une volonté du peuple qui s'exprime. On a une initiative qui demande un changement, mais qui a une clause qui est quelque chose d'assez unique. Cette interdiction d'importation qui est une protection qui est offerte aux paysans, c'est quelque chose, et beaucoup de paysans, quand on discute avec eux, en fait, n'étaient pas vraiment au courant, parce que bien sûr que l'USP, dans sa communication, n'a pas insisté là-dessus. Ça a toujours été clair. Hein.
Peut-être pour vous, mais je peux vous dire que pas pour tout le monde. J'ai rencontré un certain nombre sur les marchés. Des fois, on a notre stand à côté du Foinon. Puis quand on discute avec les gens, bah, souvent ils nous disent ouais, non, bah, effectivement, on voit bien que vous avez quand même réfléchi à votre truc, etc. quoi. Et certains, effectivement. Si on reste sur ce point, si j'ose encore, comment vous allez contrôler la production qui sera faite à l'étranger? Alors, il y a deux éléments. Sur les normes suisses actuelles? Ouais. Il y a deux éléments. Il y a l'accompagnement, le contrôle à l'étranger. Donc là, c'est des questions de certification ça peut se faire par exemple des coopératives locales dans les pays avec des organismes de certification, etc. Donc, il y a des choses à mettre en place. Et puis, il y a le contrôle de l'analyse des produits qui sont importés, qui se fait aujourd'hui sur une base un peu aléatoire où voilà, de temps en temps, vous analysez un lot, de temps en temps, on se rend compte qu'il y a des dépassements ou qu'il n'y a pas des dépassements. Je ne peux pas évidemment vous assurer qu'il y aura tout qui va être picobello dès le premier jour. Mais de nouveau, on a 10 ans pour mettre en place graduellement la chose. Puis ensuite, eh bien, il faudra mettre en place les outils de vérification qui sont là. Je ne pense pas qu'il y ait plus de raisons de penser qu'on aura des problèmes là que dans d'autres domaines de l'économie, par exemple le travail des enfants pour produire des textiles en Chine ou ce genre de choses. On a bien sûr également des normes. Est-ce qu'elles sont toujours respectées? Parfois pas. Il faut là aussi faire des vérifications et ce n'est pas toujours simple. Donc, moi, j'y vois aussi, honnêtement, j'y vois vraiment une chance d'améliorer la situation dans pas mal de pays exportateurs de nourriture, où on a souvent des conditions sociales désastreuses, où on a des conditions environnementales, et vous savez très bien que les normes, déjà, le respect des directives pour appliquer les pesticides de synthèse est bien sûr assez bien respecté en Suisse, mais quand même, il y a de temps en temps des accidents ou des erreurs. Ce genre de problèmes sont beaucoup plus fréquents dans les pays du Sud. Et donc, en fait, ce basculement vers une agriculture sans pesticides de synthèse est également de nature à considérablement améliorer la situation sanitaire et environnementale dans les pays du Sud, notamment. Ce d'autant plus qu'il y a un certain nombre de pesticides. Il y a beaucoup de travail pour arriver à améliorer la santé dans d'autres pays, je pense. Moi, j'en suis convaincu. C'est très bien. Ouais. Je ne sais pas, vous imaginez bien que, je sais pas, un village, une vallée dans un pays qui produit essentiellement des denrées pour l'exportation dans certains pays du Sud, si tout à coup, voilà, l'ensemble de cette région se met à produire pour l'exportation pour la Suisse, c'est tout à fait plausible, eh bien, voilà, vous auriez une communauté entière qui cultiverait son pesticide de synthèse, son eau potable, etc., ne serait plus contaminée, etc. Donc, on a vraiment ici un changement tout à fait positif qui serait proposé. Et en plus, alors peut-être évidemment des différences de prix légères, mais de nouveau, dans le prix, quand vous achetez une banane, le prix qui vient un producteur, vous achetez Max Havelaar, vous la payez un tout petit peu plus cher. Est-ce que vraiment toute la différence va au producteur? Ça, c'est encore à voir, mais on a aussi un potentiel, à mon avis, d'amélioration du revenu de l'agriculteur dans ce pays. J'en discutais avec Alexandre Sacerdotti, qui était l'ancien PDG de Villars Chocolat pour la question du cacao, qui revient des fois dans les discussions. Il me disait, mais finalement, il y a beaucoup de petits producteurs qui cultivent sans pesticides de synthèse, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se les payer, sauf qu'il n'y a pas de traçabilité. Les produits ne sont pas certifiables. Ils vendent à un intermédiaire qui ensuite va vendre ça à Unilever ou à je sais qui. Et donc, en fait, vous ne savez pas qu'une partie de ce cacao est effectivement bio, si on veut. Donc, là, il y a de nouveau un accompagnement, des améliorations qui sont à faire. Alors, merci beaucoup. Mais je vais aussi donner la parole à Claude Belair pour qu'il y ait aussi un peu des deux côtés une réponse pour la partie du débat. Merci de me passer la parole. Moi, j'aimerais peut-être encore ajouter certaines choses puisque mon préopinant permet de rajouter certaines choses. Un élément qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on est dans une société où on utilise tous des produits de synthèse à tous les échelons de notre vie et dans tous les secteurs de notre vie. Ici en Suisse, moi je me bornerai à parler que de ce qui se passe en Suisse, je ne vais pas vous parler du miel du monde, parce qu'effectivement, le miel qui est cultivé en Suisse, il y a des règles différentes en Suisse, et il est analysé en Suisse, et à ma connaissance, il n'y a pas de résidus de pesticides dans les miels suisses, mais évidemment que je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe ailleurs.
tout à l'heure, il a été dit aussi que, alors pour terminer avec ma contrainte que sur l'agriculture, pourquoi est-ce qu'on interdit des produits que dans l'agriculture et pas dans les autres secteurs? Typiquement, l'année passée, on a interdit les néonicotinoïdes dans la culture de betterave. Si ce produit était devenu ou a été découvert dangereux avec le temps, eh bien, je pense que c'est très bien qu'il ait été interdit. Et pourquoi est-ce que ce même produit, on le trouve dans les colliers à puces pour les chiens, et puis que 20 colliers à puces pour chiens représentent la quantité nécessaire pour protéger 1 hectare de betteraves? Ça me paraît un petit peu impressionnant. Et puis, effectivement, quand on parle du chlorothalonil, eh bien, le chlorothalonil, c'est un produit qui a été homologué il y a très longtemps, on l'a utilisé pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que c'est un élément qui est dramatique puisqu'on a découvert avec le temps que ce produit se dégradait extrêmement lentement. Et puis, M. Mitchell a parlé en disant que c'est un produit qui est cancérigène. Alors, c'est les métabolites de dégradation qui sont cancérigènes. Je pense que c'est aussi important de faire part de cette différence. Et c'est vrai que là, on peut difficilement corriger le passé. Avec les produits qu'on a aujourd'hui, ça nous permet de quand même assurer le minimum vital pour notre population, ce qui ne serait pas le cas avec cette initiative. Tout à l'heure, il a aussi été dit qu'il y a 7000 fermes qui sont bio en Suisse. Alors oui, c'est formidable, c'est excellent. Et par contre, une très grande quantité, comme moi, sommes en zone herbagère où c'est beaucoup plus facile de le faire. Alors, évidemment, ça fait à peu près le 15% des fermes qui sont, ou le 15% des surfaces qui sont utilisées en bio, mais le colza représente que le 1,6% de sa culture en bio en Suisse, et la betterave, c'est à peu près 1 pour 1000. Donc, ces deux cultures qui sont des cultures vivrières de très grande importance, eh bien, elles seraient mises en extrême danger, de même que la pomme de terre. Et puis, évidemment, quand on nous dit que cette initiative c'est uniquement sans phyto, mais avec engrais. Alors ça, c'est un péché de méconnaissance de l'agriculture, parce qu'évidemment, si on donne à manger à une culture, elle va pousser, et puis elle va être plus sensible aux pathogènes. Alors forcément, si on réduit les phytos, on doit réduire les engrais. Là, il y a une corrélation absolue en termes techniques qui est absolument indispensable. Il a aussi été évoqué les 18 000 agriculteurs qui font de la production IP, et qui est une production de très, très grande qualité et que j'apprécie beaucoup. Mais nos collègues qui font de l'IP, c'est essentiellement lié aux céréales. Et on arrive à cultiver les céréales selon les conditions annuelles sans pesticides. Mais quand on a des années comme cette année, c'est juste pas possible. Et on ne peut pas avoir des règles qui interdisent tout, puis après on dit « Oh, mais non, on veut quand même autoriser ». Et ça, pour moi, c'est vraiment mettre en cause notre sécurité alimentaire. Et puis, il a aussi été dit qu'on a 10 ans pour faire cette évolution. Alors, évidemment, 10 ans peut paraître long, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut 12 à 15 ans pour faire une variété de céréales résistante. Donc, et puis, il faut la trouver, hein. Alors, depuis une trentaine d'années, on a mis en place la production intégrée et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse des efforts et on ne les a pas encore trouvés, ces variétés résistantes. Alors, je me demande où est le problème dans ce secteur-là, parce que des recherches ont été faites. C'est que c'est extrêmement complexe de trouver des nouvelles variétés. Et puis, moi, je mets aussi en doute qu'on pourra importer avec les règles qu'on le souhaite, parce que moi, je vois mal mes collègues du Pau produire du blé dur uniquement pour la Suisse sans pesticides. Ils vont se dire, mais ce marché, on n'en a pas besoin. Il y a 820 millions d'habitants qui manquent de nourriture sur cette terre. On ne veut pas s'énerver pour les 8 millions de petits Suisses pour leurs quelques pâtes. Et là, moi, je pense qu'on a une très, très grande difficulté. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on doit mettre en place nos connaissances et d'abord trouver des solutions qui nous permettent de régler ce problème lié à des pathogènes et puis trouver des solutions naturelles. Et dès l'instant où on aura trouvé ces solutions-là, on reviendra à des solutions qui seront sans phyto. Mais pour aujourd'hui, eh bien, pour moi, de voter oui à ces initiatives, c'est voter oui à des futures famines. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, il est 19h21, donc juste pour information, à 19h30, on va essayer de passer au prochain débat. Donc, si vous voulez répondre à quelque chose, M. Edouard Mitchell, vu qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, si c'est le cas, levez la main. Mais essayez d'être assez succinct.
Je suis très court. Alors, je vais vous dire, par rapport au miel de Suisse, on a effectivement des néonicotinoïdes qui ont été trouvés dans les miels de Suisse. On a testé que ça, hein, donc d'autres pesticides, c'est probable également. Ça vient d'ailleurs peut-être même parfois des jardins privés, parce que certains de ces miels étaient de loin, pas à proximité de grandes fermes. Les néonicotinoïdes ne sont pas tous interdits. On a interdit le gaucho, l'imidaclopride, mais en fait, on l'a remplacé par un autre néonicotinoïde en application foliaire. Donc quand notre président nous dit que les néonicotinoïdes sont interdits en Suisse, il ment, ou alors il a oublié, ou je ne sais pas. Enfin, bon, bref, ce n'est pas tellement acceptable. Sur le colza, mardi, on a fait une conférence à Neuchâtel et Claudia Daniel du FIBOL, que vous connaissez sans doute, nous a donné un exemple. Alors, franchement, c'est assez bluffant. Deux produits qu'elle a testés, qui ont l'air de bien fonctionner. Un, c'est de la poudre de roche, comme de la silice, de poudre de diatomée ou quelque chose comme ça, ce qu'on utilise aussi contre les fourmis, quand on a des infections domestiques. Impressionnant. Les images qu'elle a montrées, les résultats qu'elle a montrés sont tout à fait impressionnants. Elle a également parlé d'essence de lemongrass, comment on appelle ça, de citronnelle, pour lesquels elle a apparemment eu des bons résultats. Donc là, alors voilà, c'est peut-être pas encore une utilisation industrielle, mais en tout cas, il me semblerait qu'il y a des pistes intéressantes à creuser. Donc voilà. Par rapport à la question des 10 ans, en Suisse, je crois qu'on est relativement exemplaire dans le sens où la recherche en agriculture biologique représente peut-être quelque chose comme 10% de l'investissement. Au niveau mondial, c'est 1%, peut-être 2% maximum. Donc c'est clair qu'à partir du moment où on décide de faire ce changement, on va réorienter complètement la recherche pour faire que du 100% là-dessus. Donc on va avancer plus vite. Je vous l'accorde que pour mettre sur le marché des nouvelles variétés, il faut un certain nombre de générations, donc ça prend du temps. On a de nouveau une loi d'application qu'il va falloir rédiger, dans laquelle on peut éventuellement traiter d'un certain nombre d'exceptions s'il faut. Je fais assez confiance à nos parlementaires pour trouver la meilleure manière pragmatique, disons, d'avancer dans la direction que le peuple souhaiterait. Je vois qu'il y a une main qui est levée, donc je vais me taire. Oui, exactement. Christophe, vous avez répondu. Oui, merci. Concernant la poudre de roche, je l'ai servi 2 années sur mon exploitation. Mis à part du temps et de l'argent, j'ai rien gagné, hein. J'ai tout perdu et puis des rendements qui étaient plus bas. C'était sur du colza ? Au niveau du colza, oui. Je l'ai servi Okay. il y a 4 et 5 ans et après j'ai arrêté, mis à part du temps et puis même de la casse sur mon pulvérisateur, c'est tout ce qui y est arrivé. Alors écoutez, je vous encourage à discuter avec Claudia Daniel pour voir si les circonstances étaient différentes, clarifier ça, quoi. Mais je vous dis seulement ce que j'ai entendu. Oui. Je trouve intéressant. Voilà. Peut-être c'est une question de pluie, je ne sais pas, il y a peut-être des moments où ça passe, peut-être que je ne sais pas. Donc à l'époque, je produisais mon colza en extenso, donc sans rien. J'ai essayé de poudre de roche pour diminuer l'impact des méligettes, mais mes rendements, en ayant fait la moitié de la parcelle avec et sans, et en ayant pesé, il n'y avait aucune différence. D'accord, parce que Lorraine, elle nous a montré des photos, c'était impressionnant. Il y a un demi-champ qui était tout jaune de fleurs, et puis l'autre pas. Enfin, oui. Alors peut-être qu'une année, ça fonctionne très bien, et puis les 5 et les 3 ou 4 autres, ça ne fonctionne pas. Merci. Oui, moi j'aimerais peut-être aussi juste rajouter une chose, c'est que la poudre de roche, elle fonctionne très bien sur la méligette, mais sur l'altise et le charançon, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a encore rien. Et puis, ces 3 pathogènes qui se donnent la main entre le début de la saison et la fin de la saison. Et puis, là, on n'a pas de solution. Alors, effectivement, ce que vous dites, ça serait bien qu'on augmente la recherche dans l'agriculture. Mais l'agriculture perd. Elle fait beaucoup de recherches dans des études bio. Ce n'est pas parce que le titre du laboratoire est le FIBOL, qu'on travaille en bio, et puis que les autres ont des titres différents que tel qu'agroscope, qu'on ne travaille pas en bio. C'est clair, ça, je suis persuadé que c'est beaucoup plus que ce 10% et beaucoup plus que ce 1% au niveau mondial qui est fait pour la culture biologique. Et à mon avis, ça, c'est un élément qui est aussi extrêmement important.
Et voilà, moi je pense que on se fourvoie là parce que on a trois parasites pour que le colza, et puis qu'on a une solution qui fonctionne qu'à moitié, c'est pas très vendeur et pas très positif pour remplir nos assiettes. Et surtout qu'on voit qu'il y a quand même des grandes difficultés en termes de frontières, parce qu'on a vu qu'avec les masques, eh bien, je veux dire l'année passée, que les masques pourtant qu'un bout de papier et puis qui ont été bloqués à la frontière, le jour où il y aura un problème, comme il s'est passé en Russie quand il y a eu les incendies il y a quelques années où la Russie a bloqué toute son alimentation, si nous on n'a pas le minimum vital pour assurer à notre population, on aura des soucis d'alimentation extrêmement sérieux. Aujourd'hui, on a des étalages qui sont toujours énormément achalandés parce qu'on a des moyens qui sont extraordinaires. Mais le jour où les moyens ne sont plus l'élément moteur, eh bien, on a des soucis à se faire. Et puis, il y a peut-être un élément aussi extrêmement important que j'aimerais soulever, c'est concernant les pertes qu'on peut avoir et le gaspillage. Et actuellement, on nous dit, mais il y a 20 à 30% ou 40% de gaspillage, c'est énorme. Avec le gaspillage, on peut trouver d'autres solutions. Mais il faut savoir que dans les plantes naturelles, il y aura aussi du gaspillage. Dans les plantes qui ne seront pas protégées ou protégées différemment, il y aura aussi du gaspillage. Actuellement, une pomme, elle se conserve, une pomme de production raisonnée, elle se conserve d'une récolte à l'autre. Une pomme bio, actuellement, elle se conserve de la récolte jusqu'au mois d'avril. Celui qui veut manger une pomme entre avril et la nouvelle récolte, il n'en aura plus. Et ça, et puis on ne veut pas aller chercher les pommes dans l'hémisphère sud pour qu'on ait la complémentarité de ce qui nous manque chez nous. Et je pense que ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qu'il faut qu'on soit très attentif à ces éléments de perte et puis de gaspillage liés aussi à la moindre protection. Si je peux juste rebondir sur ce dernier point, sur ce dernier point, il y a je pense, il y a des choses qui sont assez impressionnantes en termes de rendement, mais alors on sort de la grande culture classique. Je pense notamment à des fermes qui pratiquent la polyculture, la permaculture et des choses comme ça. Donc, c'est du extrêmement intensif, mais on n'est plus dans de l'agriculture mécanique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cultiver toute la Suisse avec des bottes et puis une fourche en bois dans la main, pas du tout. Mais par contre, je suis très impressionné par le genre de rendement que l'on observe, qui est plusieurs fois supérieur à ce qu'on observe dans des grandes cultures traditionnelles. Donc là, moi, je ne sais pas, c'est une chose que j'aimerais bien voir, c'est en périphérie d'agglomération, par exemple, ce genre de ferme se développer. Et on entend souvent, mais si vous n'utilisez plus les pesticides de synthèse, il faudra plus de main-d'œuvre. Alors bon, qu'il y ait un tout petit peu plus de main-d'œuvre ou sensiblement plus de main-d'œuvre et qu'on paye les gens plutôt que d'acheter des pesticides, moi, ça ne me choque pas forcément. Ça remettrait peut-être aussi un peu plus de vie dans certains villages de campagne qui se sont passablement dépeuplés, où les écoles ont fermé, où les épiceries ont fermé, etc. Ça ne me choquerait pas. Et puis, si on a des fermes comme ça en périphérie d'agglomération, c'est aussi finalement des jobs pour des jeunes, par exemple, étudiants qui iraient travailler quelques heures par semaine dans ce genre d'exploitation. Je pourrais imaginer, disons, j'aimerais bien voir ce genre de choses être testées pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à alimenter les marchés de chacune des agglomérations de cette manière. Voilà, je ne dis pas que c'est la solution pour tout, mais c'est quelque chose qui m'interpelle quand je vois le genre de rendement que ce genre de fermes sont capables d'obtenir. Alors, est-ce que j'ose juste encore ajouter quelque chose? Alors, je trouve que je trouve que c'est excellent, c'est toutes ces diversités qu'on peut avoir et toutes ces solutions sont des solutions complémentaires. Elles ne sont pas la solution, mais elles sont complémentaires. Et elles étudient aussi dans le cadre de l'agriculture raisonnée. Et vraiment, c'est important d'avoir toutes les choses. On parle des fermes verticales, on parle aussi de l'hydroponie, et c'est extrêmement important. Parce qu'on vraiment, si on augmente encore notre population, on aura d'autant plus besoin de production. Mais alors, une chose qu'il vous faut savoir, Monsieur Mitchell et puis mes chers collègues, c'est que le vivier des collaborateurs agricoles, c'est complètement vidé. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va payer plus de collaborateurs, on ne les trouve pas. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. On dit qu'il faut 10% de la population pour nourrir son peuple. Et puis, aujourd'hui, on est à peine 2,5 en Suisse. Donc, là, il y a encore du rattrapage à faire. Et puis, je pense que ce n'est pas simplement en disant, il n'y a qu'à.
Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Christophe, je suis navrée, mais on arrive à 32, puis il faut commencer l'autre débat. Mais au pire, je peux vous passer l'adresse d'Edward Mitchell et vous lui poser des questions. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce débat, c'était très intéressant. Et merci beaucoup pour la participation. Et aussi, si jamais vous avez des liens que vous voulez transmettre aux participants ou mettre en dessous de la vidéo, enfin, sur YouTube, pour la dernière vidéo, on a toujours mis les liens intéressants. N'hésitez pas à nous les communiquer. Comme ça, les personnes qui veulent se renseigner peuvent aller les voir. Donc, on pourra se renseigner davantage de ce débat. Donc, merci beaucoup et je passe la parole à Alan qui va s'occuper de la prochaine règle. Oui, merci beaucoup Noélia. Merci aux deux intervenants, effectivement, et aux participants. Effectivement, ce débat était très intéressant. On ne va pas perdre plus de temps et on va attaquer directement du coup sur le prochain objet de votation qui donc porte sur un référendum qui a été posé par le comité dont est membre Madame Virginie Cavalli, qui viendra nous présenter sa position. Et voilà, donc c'est un référendum qui porte sur la loi antiterroriste, sur une modification de la loi antiterroriste. Et je vais directement laisser la parole à nos intervenants qui sont ce soir Lev Virovets et Virginie Cavalli. Et au revoir. Merci de votre participation. Et du coup, je vais directement demander à ces deux intervenants s'il n'y a pas un des deux qui souhaiterait commencer. Alors, je te laisse la parole, Virginie, si tu as envie, sinon je peux commencer comme tu souhaites. C'est complètement égal. Normalement, on commence par le oui. D'accord. Alors, pas de souci. Commençons par le oui alors. Le oui à la loi, donc la position de monsieur. Très bien. Est-ce que vous pouvez commencer, monsieur Lev? Oui, je me jette le PowerPoint. Super, parfait. On le voit si jamais. C'est tout bon. Voilà. Donc, bonsoir à tous encore une fois. Merci beaucoup au Conseil des jeunes d'Écublon pour l'invitation. Vous avez pu comprendre que je viens aujourd'hui pour présenter le oui à la loi sur les MPT. Je vais commencer donc par une brève introduction de ce que prévoit la loi et puis ensuite passer aux arguments. Donc, essayer de faire une introduction suffisamment neutre pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, l'objectif premier de cette loi, c'est de permettre de prévenir les actes terroristes en amont. Et puis donc, si on s'intéresse concrètement à ce qu'elle propose, à ce qu'elle veut, eh bien, elle remplit une lacune dans le dispositif de lutte contre le terrorisme afin de mieux protéger la population. Je sais que cette affirmation est controversée et Virginie va sans doute nous dire autre chose, mais c'est un fait, hein, elle porte sur un domaine qui n'est abordé par aucune autre loi et qui n'est pas traité dans d'autres textes législatifs. Elle permettrait également à la police de prendre des actions préventives afin d'éviter la radicalisation des jeunes. Et puis, ces mesures préventives ne pourraient être appliquées uniquement en cas de présence d'indices concrets et actuels, pour les fautes d'orthographe. Je vais faire ça un peu à la va-vite. Et puis, ça, c'est écrit formellement dans la loi, donc tel quel, si je ne m'abuse. Évidemment que c'est des mesures qui ne sont évidemment pas appliquées à tout le monde. Hein. Ce n'est pas vous ou votre voisin demain qui allez subir ces mesures de lutte contre le terrorisme. Évidemment, là, des indices concrets sont nécessaires pour l'application de ces lois et du coup de la mise en place de ces mesures contre une personne. Et puis voilà, ces mesures permettraient à la police d'agir en avance pour aider les victimes. Donc, comme je dis, c'est l'objectif primaire de cette loi, c'est de créer un dispositif d'action en amont pour que la police, les services de sécurité et de renseignement puissent protéger la population avant les attentats, donc pour déradicaliser et puis surtout pour empêcher même des pensées, des penchants terroristes avant même leur création, puisqu'il est important de noter qu'une personne ne se réveille pas du jour au lendemain en se disant « je vais commettre un attentat ». C'est un processus qui demande du temps et puis c'est un processus qui prend plusieurs mois, en tout cas, voire plusieurs années. Donc, il est clair qu'on peut toujours agir en amont
Et il y a vraiment un laps de temps où la personne se radicalise petit à petit. Et puis c'est là où cette loi permettrait d'agir en amont. Donc, ce qui est controversé, c'est surtout les modalités de cette loi. Je pense qu'on est d'accord avec Virginie que le terrorisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre à tout prix. C'est surtout les modalités qui seront débattues, à mon sens, plutôt que le but de cette loi. Donc, les arguments pour, il y en a plusieurs, je vais en mentionner trois, les trois principaux, vu que j'ai plus de 2 minutes de présentation. Donc, tout d'abord, elle comble une lacune. En effet, c'est un fait, son champ d'application, voilà, comme je dis, il n'est touché par aucune autre loi. Et puis, c'est une lacune importante qui nuit même à la sécurité de la Suisse, et c'est pour ça qu'il est important de la combler avec cette loi sur les MPT. Il est également important de souligner qu'il est appliqué uniquement si les autres mesures thérapeutiques ne fonctionnent pas. Donc, il y a tout un arsenal de mesures de prévention encore avant, d'être les médiateurs à l'école, d'autres cadres de la psychologie, qui peuvent et qui sont toujours appliquées avant des mesures policières, parce que ça reste des mesures policières, c'est important de le souligner, certes, mais il y a toujours des mesures qui sont appliquées avant. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas la première chose qu'on va faire, ce n'est pas mettre quelqu'un en assignation à résidence juste parce qu'on a des petits soupçons. C'est jamais ce qui se fait, et puis ce n'est pas ce qui va se faire. Cette loi est vraiment appliquée uniquement si tout l'arsenal de mesures sociothérapeutiques n'a pas fonctionné, et puis cet arsenal il est suffisamment large. Mais en effet, s'il ne fonctionne pas, eh bien, ces mesures de prévention sont mises en place. Et puis, cette loi, elle n'est pas liberticide, elle n'est pas contraire aux conventions internationales. Et puis, comme le souligne le rapport commandé par le Conseil fédéral, elle n'est pas contraire à la Convention des droits de l'homme, elle n'est pas contraire à la Convention des droits de l'enfant. On pourra surtout en débattre avec Virginie, mais en effet, dans le rapport commandé par le Conseil fédéral, il est clairement dit qu'elle n'est pas contraire à ces deux conventions. Par ailleurs, elle n'est pas liberticide puisque ce sont des tribunaux qui infligent la mesure la plus sévère, qui est l'assignation à résidence. Donc, c'est le tribunal des mesures et contraintes du canton de Berne qui prend cette décision. Un recours est également possible auprès du tribunal administratif fédéral. Donc, tout se fait dans les normes de la loi, dans les normes de la procédure qui existe déjà. Et puis, ce ne sont pas des mesures nouvelles qui n'ont jamais existé, qui n'existent dans aucun pays. En fait, il y a tous les pays, la plupart des pays européens, sauf l'Allemagne, si je ne m'abuse, qui met en place ces mesures. Donc, ce n'est pas des mesures liberticides qui sortent de nulle part. C'est un arsenal de mesures qui est utilisé par bien d'autres pays et qui est également utilisé ensuite comme assignation à résidence dans le cadre de procédures pénales notamment. Donc, voilà, je pense que j'ai terminé ma petite introduction de 5 minutes et puis je laisse monter la parole à Virginie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je vais effectivement laisser enchaîner tout de suite Madame Cavalli. Je m'excuse juste, je m'excuse pour le tutoiement, alors peut-être que si vous souhaitez… Oui, effectivement, moi je suis plus à l'aise avec le tutoiement également. Je pense que le tutoiement fonctionne très bien. Si on avait eu plus de temps au début de la réunion, j'aurais pu mettre ça au clair. L'idée n'est pas forcément de vous manquer de respect. Alors, Non, absolument pas. Mais juste, au contraire, de pouvoir débattre dans une mentalité plutôt, disons, positive. Donc, je vais laisser du coup Madame Cavalli, je vais laisser Virginie enchaîner. Si ça oui, c'est bon, je suis quand même coprésidente des jeunes et pas encore des jeunes plus, donc voilà. J'arrive. Il faut juste, je pense que tu arrêtes ton partage pour que je puisse effectivement, parler. oui, effectivement. Voilà. Alors, un petit instant. Hop, hop, yes. Est-ce que vous voyez? Fantastique. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Fantastique. Ok, alors je m'appelle Virginie Cavalli, je suis juriste de formation, c'est bien pour ça que j'attaque cette loi, parce qu'elle présente sous l'angle juridique et donc sous tout ce qui est juridique a un impact sur la pratique
Cette loi n'est pas cohérente et en plus ne comble aucune lacune puisqu'il n'y a pas de lacune dans notre système pénal. On fera un petit rallye à la fin de mon exposé dans le code pénal pour que vous voyez de vos propres yeux qu'on a un arsenal pénal qui est complet. Je suis coprésidente des Jeunes Verts libéraux suisses et donc membre du comité référendaire. C'est les Jeunes Verts libéraux suisses qui ont assumé tout le lead organisationnel et politique de ce référendum aux côtés de la jeunesse socialiste, des Jeunes Verts, du Parti pirate suisse et d'autres ONG comme Amnesty International, Opération Libéraux. On a été rejoint par les Jeunes Verts libéraux, les jeunes PLR suisses. Je sais que côté roman, c'est un peu plus divisé, mais en tout cas au niveau suisse, ils nous soutiennent. À noter que, fun fact, plusieurs UDC qui avaient soutenu la loi au Parlement se sont retournés contre la loi en regardant d'un peu plus près le texte. C'est-à-dire que Roger Coppel a expliqué dans sa newsletter hier qu'il s'opposait aussi à la loi. Donc, comme vous pouvez le voir, une large coalition qui s'oppose à cette loi. Pour replacer un peu le contexte, parce qu'on a souvent l'impression, quand on attaque ces mesures policières de lutte contre le terrorisme, qu'on ne fait rien en Suisse pour lutter contre le terrorisme et qu'il nous faut absolument ces mesures. C'est faux. En 2015, suite aux attentats de Paris et d'autres attentats qui ont lieu en Europe, le Conseil fédéral a lancé sa stratégie de lutte contre le terrorisme qui se déploie sous 3 volets, c'est-à-dire le renforcement de l'action pénale, donc de notre code pénal par rapport à ces actes, le plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, donc c'est de la prévention, mais de la prévention au sens propre, c'est-à-dire que ce plan est constitué de 26 actions concrètes que les communes et les cantons mettent en œuvre. Ça signifie par exemple thématiser dans les écoles déjà le thème de la radicalisation, donc agir réellement en amont sur les problèmes. Pourquoi structurellement un jeune se radicalise? C'est vraiment aller dans les écoles et déjà commencer ce travail à ce moment-là. Ces 2 premiers volets ne sont en tout cas pas attaqués par notre référendum. On s'attaque uniquement à cette loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que c'est? Principalement des mesures préventives de type administratif, mais qui ont un caractère pénal. C'est-à-dire que ça va du simple entretien avec la police à 9 mois d'assignation à résidence. Le tout, vu qu'on est sous le spectre du droit administratif, sans les garanties de procédure d'un procès pénal. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, par exemple, hop, sous le tapis. Ça n'existe pas en droit administratif. Ces mesures, elles sont ordonnées et exécutées par la police, c'est-à-dire qu'à part pour l'assignation à résidence, il n'y a pas de validation d'un juge. Et puis surtout, ce qui est très étonnant dans cette loi, en plus qu'elle soit sous le spectre du droit administratif, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire que les mineurs dès l'âge de 12 ans peuvent être soumis à cette loi, sachant qu'en droit pénal, encore une fois, les mineurs et les adultes n'ont pas le même système de sanctions, puisque les mineurs, on ne peut pas punir de la même façon quelqu'un qui a 12 ans de quelqu'un qui a 35 ans. C'est logique, le stade de développement de la personnalité n'est pas le même. Et pour les mineurs, dans notre droit pénal des mineurs, on doit a priori mettre le bien-être de l'enfant en premier et le protéger avant tout, avant de l'enfermer. Dans la campagne, on a souvent dit « Ah, mais c'est des mesures qui sont éducatives ». C'est faux, puisque la loi dispose clairement que c'est que si les mesures thérapeutiques et éducatives ont échoué qu'on applique cette loi. Donc, ça prouve bien que ces mesures-là ont un caractère réellement punitif. Les autres problèmes dans cette loi, c'est qu'elle pose des définitions de terroristes potentiels qui vont vraiment très loin et qui sont vraiment très vagues. C'est-à-dire que la propagation de la crainte ou le fait de remettre en question l'ordre étatique suffit à être traité comme un terroriste. Or, en tant que politicienne, je pense que c'est un peu mon job de remettre en question
l'ordre étatique. On peut trouver d'autres exemples dans l'histoire de notre pays. Par exemple, le droit de vote accordé aux femmes. Est-ce que vraiment, si ces femmes ne s'étaient pas mobilisées pour obtenir le droit de vote, eh bien, est-ce qu'on l'aurait aujourd'hui? Je ne pense pas. Pour que la société progresse, il faut questionner toujours l'ordre établi. Je pense que c'est essentiel. Le risque de ces définitions trop ouvertes, c'est vraiment qu'on perde de vue en fait, les gens qui sont réellement dangereux pour élargir ces mesures de surveillance et ces mesures coercitives à un cercle de gens beaucoup plus large que ce qu'on voudrait. D'ailleurs, le Conseil fédéral le dit lui-même dans son message, ces définitions ouvrent un processus taché d'incertitude. On dit souvent aussi, les partisans de la loi disent souvent que c'est une définition qu'on a pris copier-coller de la L-Rance. Simplement, la L-Rance permet de surveiller les gens, mais pas de restreindre leur liberté comme cette loi. Ainsi, reprendre une définition pour un autre contexte n'est pas toujours adapté en droit. C'est aussi des mesures qui peuvent être prononcées sur la base de simples soupçons et sans preuve. Or, ainsi, la police pose vraiment une présomption de dangerosité sur les personnes concernées. Comme je l'ai dit avant, la présomption d'innocence n'existe pas en droit administratif. Donc là, on colle vraiment une étiquette. Ça peut être un mineur dès l'âge de 12 ans, tu es un terroriste. Donc, pardon. Ce texte viole clairement les droits humains. Hier soir, sur Infrarouge, on m'a posé la question si les droits humains n'étaient pas un peu obsolètes face à une menace comme le terrorisme. Et j'ai simplement répondu que je pense que nos libertés sont les fondements de notre démocratie et ça ne vaut en tout cas pas la peine de les brader pour une loi qui est aussi mal ficelée que celle-là. Enfin, je pense que cette loi est inefficace parce que si on prend même la mesure, parce qu'on parle de prévention, c'est-à-dire qu'on veut éloigner les gens de la société pour éviter qu'ils passent à l'acte. Or, honnêtement, la mesure la plus stricte, donc 9 mois d'assignation à résidence, pour être conforme aux droits fondamentaux, ça c'est un avis de droit du professeur Donatch qui est aussi toujours utilisé par les partisans de l'initiative, dit cette assignation à résidence doit faire l'objet d'assouplissement, c'est-à-dire que les personnes peuvent se rendre au travail et sur leur lieu de formation. Or, qu'est-ce qui empêche un individu qui est réellement déterminé de prendre un couteau de cuisine et d'aller dans un bus bondé passer à l'acte? Rien. C'est-à-dire que cette loi, dans ce cas-là, ne sert à rien. Ensuite, dernière chose, les instruments légaux existent. Je vous le montrerai après. Parce qu'aujourd'hui, tous les actes tous les actes terroristes, la plupart, ont lieu sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu ces 2 cas malheureux à Morges et à Lugano dans l'espace public, mais c'est tout. Actuellement, tout se passe en ligne, il y a du recrutement, il y a de l'envoi de jeunes ou de moins jeunes à l'étranger. Il y a une activité terroriste, cette menace existe, il faut lutter contre, mais on le fait. Depuis 2005, il y a eu de nombreuses condamnations et ordonnances pénales à l'encontre de terroristes avant qu'ils soient passés à l'acte. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toutes les armes nécessaires, tous les actes de soutien, de propagande, de financement à une organisation criminelle sont punis par notre code pénal. Les actes préparatoires délictueux, donc encore aller un peu plus loin, aller voir, par exemple, si on veut poser une bombe quelque part, prendre des dispositions pour ça, c'est punissable. Donc, on a tout dans le cadre pénal avec les garanties de procédure qui sont là. Donc, ça signifie que mettre des lois supplémentaires qui restreignent la liberté de tous, on peut le faire pour se rassurer, mais ça n'aura en aucun cas une efficacité prouvée. Et puis, il faut se dire, ben là, on franchit un pas de plus pour restreindre les libertés de tous. Et puis, comme je l'ai dit avant, il surviendra un autre accident, puis on ira encore plus loin, puis on ira encore plus loin, etc. etc. Aujourd'hui, 700 personnes sont déjà surveillées par les services de renseignement. Je veux dire, on fait tout. Je pense que tout est là pour bien faire. Ce qu'il faut peut-être augmenter, c'est la coordination entre autorités, mais c'est en tout cas pas cette loi qui va le permettre. Et puis, juste pour appuyer mes propos,
Vous me dites si vous voyez. Voilà. Car très souvent, on nous dit rien n'existe. Premier exemple, article 135 du Code pénal, représentation de la violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des condamnations qui existent sur le simple fait de recevoir sur votre téléphone, sur WhatsApp, et de ne pas effacer une vidéo de l'État islamique, de propagande, vous tombez sous le coup de représentation de la violence. Rien que ça suffit. Donc même si par erreur, vous êtes sur un groupe WhatsApp et qu'il y a ça qui arrive, vous êtes déjà punissable. On prend souvent l'exemple du drapeau de l'État islamique qu'on a chez soi. Or, ce drapeau, dès qu'il est visible par une autre personne que vous-même, c'est-à-dire par exemple votre conjoint ou vos enfants, ça tombe également sous le coup de la propagande pour une organisation criminelle qui se trouve, un petit instant, hop, 260, voilà. J'arrive tout de suite. Il y en a beaucoup de ces articles. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était les fameux actes préparatoires délictueux, c'est-à-dire que prendre des dispositions en vue de commettre toutes ces infractions, c'est-à-dire lésions corporelles graves, ça pourrait être ce qui s'est passé à Lugano, par exemple, c'est déjà punissable. Donc, il faut arrêter de dire qu'il y a une lacune dans la loi. Tout est là, organisation criminelle, participation, soutien, financement, tout ça, c'est déjà puni. Les organisations criminelles comme Al-Qaïda sont déjà interdites. Et en plus, au 1er juillet, cette liste d'organisations criminelles sera encore étendue afin qu'on puisse vraiment couvrir l'ensemble du cercle terroriste, hein, des associations criminelles terroristes. Donc voilà, je pense vraiment aujourd'hui que cette loi est mauvaise pour l'ensemble de la société et puis pour les gens qui militent et qui remettent en question l'ordre établi. Je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Bah voilà, tu as tout à fait raison de dire ça, vu que c'est la partie qu'on attaque directement. Avant de laisser à Lev Virovets une opportunité de répondre, je vais d'abord demander au public s'il n'y a pas des questions, des arguments, des remarques à apporter sur la table. Je regarde si les mains se lèvent. Il ne semblerait pas y avoir de main levée. Soit c'est clair pour tout le monde, soit les gens veulent peut-être entendre la réponse de Lev Virovets par rapport à ces arguments et par rapport à ces textes du CP que tu nous as montré, peut-être. Volontiers aussi possible, vu que j'ai eu droit à un moment de temps de parole. Je vais peut-être aborder plusieurs points. Bon, je ne vais pas pouvoir aborder tout ce qui a été dit, mais plusieurs points qui me sont quand même très importants. Tu parlais du fait que c'est des mesures qui sont vendues entre guillemets à la population comme des mesures éducatives. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, moi, j'ai dit dans la présentation que c'était des mesures policières. Et puis, dont il n'était pas infrarouge ou autre, ça n'a jamais été dit que c'était une mesure éducative. Au contraire, il a été dit. C'est ce que Madame de Quattro a dit dans le débat forum, hein, juste pour info, qui est de ton parti. Alors tout à fait. Le débat forum, je l'ai suivi également. Voilà, certains politiciens ont le droit de s'exprimer leur avis comme ils le pensent. Je ne dirais pas que c'est un argument majeur de tout le monde, et ce n'est pas un argument phare du conduit, que sont les mesures éducatives. L'argument en lien avec cette histoire, en lien avec la place de ces mesures, dont la chaîne de prévention du terrorisme, en revanche, c'est que des mesures éducatives, c'est autre chose. Et puis, elles existent déjà, comme a été très justement relevé. Elles existent, mais parfois, elles sont insuffisantes. Et puis, le problème, c'est que passer de mesures éducatives aux mesures pénales n'est pas très, ne concorde pas forcément avec la réalité et avec les actions qu'il faudrait réellement prendre. Et puis, je ne suis pas d'accord qu'une lacune n'existe pas, puisque tu as très justement dit que l'arsenal pénal est tout à fait, bien mis en place, bien ficelé pour se protéger voilà, des mesures terroristes et surtout pour punir des délits qui sont commis. Alors, c'est certes le cas, mais là, on parle de mesures... Non, puisque je viens de dire que c'était préventif.
que même le partage d'une vidéo, ce n'est pas une infraction. Mais c'est un délit. C'est déjà dans le code pénal. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as un seul exemple concret qui serait pas soumis au code pénal et qui tomberait sous cette… Oui, tout à fait. Alors, un exemple concret, admettons qu'un jeune de 15-16 ans, comme ces jeunes qui ont pris part en tout cas à des actions terroristes à Winterthur, je crois qu'ils avaient cet âge-là, qui, par exemple, fréquentent des personnes susceptibles de le radicaliser. Des mesures, ils partagent rien sur Internet, ils fréquentent justement des groupes, par exemple, certains, je ne vais pas les citer, je ne vais pas citer des endroits potentiels, mais ils en fréquentent. Et puis, ils ne partagent pas forcément quelque chose sur Internet. Et voilà, il y a des mesures socio-thérapeutiques qui sont prises, qui ne fonctionnent pas. Et la maman de ce jeune s'inquiète. Et puis, c'est là où, par exemple, ces mesures pourraient l'obliger à venir à des entretiens réguliers à la police. Voilà, pas en lien de le punir ou de mettre des labels terroristes ou je ne sais quoi, mais justement en lien de prévenir et de déradicaliser ce jeune avant qu'il ne tombe dans ce filet. Parce que comme j'ai dit, ce filet, il se tisse, cette toile, elle se tisse pendant longtemps. Ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un se dit « Ah, je vais commencer à partager des vidéos de l'EI ou de l'Al-Qaïda ou d'autres groupements terroristes. » Non, c'est progressif. Et c'est vraiment à ce stade très, très prématuré de cette radicalisation que ces mesures interviennent. Et c'est pas quand quelqu'un prépare un attentat ou pense à… C'est vraiment quand quelqu'un commence à se sensibiliser aux idées terroristes. C'est là où ces mesures peuvent aider. Alors ça rentre déjà sous le coup en fait de la participation. Si tu participes à des réunions ou fréquentes des gens qui sont reconnus comme, qui sont dangereux. Par exemple, je prends le cas de Morge. Il avait uniquement des contacts au début. Eh bien, il était déjà sous le radar, surveillé 24 heures sur 24 par nos autorités. Ah, mais tout à fait. Et puis, si les parents s'inquiètent, moi je m'excuse, mais en tant que libéral, déjà, ils peuvent aller voir effectivement les services sociaux pour se faire aider. Exactement, si ça marche pas. Mais il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours tu vis au 21e siècle, tu sais très bien qu'on se partage des vidéos sur WhatsApp si on a de l'intérêt pour les choses. Même un like sur Facebook suffit déjà, parce que c'est considéré comme de la propagande, parce que tu augmentes la visibilité d'un post Facebook. Alors, tout à fait. Je veux dire, là, on est vraiment au stade de la pensée. Et je pense que ça, tu peux que le régler avec des mesures réellement structurelles, c'est-à-dire que faire de la prévention dans les écoles, thématiser ça, et puis étudier, par exemple, fermer les sites Internet qui sont concernés, mais pas punir les individus sur la base d'une définition qui veut tout et rien dire, et puis surtout qui va s'étendre clairement à d'autres cercles de personnes. Là, tu fais partie d'un parti libéral, je crois aussi, et là, franchement, on va vers le policier derrière chaque citoyen. C'est ça qui va se passer avec une loi comme ça. Cette histoire de valeur libérale, alors en effet, j'ai omis de me présenter, mais je suis membre du comité des jeunes libéraux vaudois. Donc nous, on s'oppose au texte, contrairement à notre parti mère, entre guillemets, les jeunes PLR suisses. En ce qui concerne les mesures antilibérales, comme tu dis. Alors, à mon sens, il n'est pas très libéral d'attaquer quelqu'un en justice suivant le code pénal pour un like Facebook. Après, c'est la loi. Je ne dis pas que je nie la loi. Je dis juste qu'à mon sens, ce n'est pas libéral du tout. Et dire que c'est une mesure qui existe, et puis c'est alors, pourquoi tu soutiens les MPT qui vont encore plus dans cette direction-là? Non, mais juste parce que les MPT, ce ne sont pas des mesures pénales. Et c'est là où je veux revenir, peut-être, puisque tu m'as coupé tout à l'heure, où tu parles des mesures à caractère pénal. Alors, la seule mesure qui peut être considérée ici comme à caractère pénal, après, certainement tu es juriste, mais à mon sens, la seule mesure ici qui peut être considérée comme à caractère pénal, c'est l'assignation en résidence. Sauf que l'assignation en résidence, premièrement, elle est ordonnée par un tribunal. Ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas la police qui assigne quelqu'un à résidence pour 9 mois. C'est un tribunal. On peut faire recours auprès du TAF. C'est toujours possible. Et puis, elle est appliquée qu'aux personnes âgées de 15 ans et plus, et pas 12. Et à 15 ans, à mon sens, on est suffisamment capable de discernement
Et puis les jeunes islamistes qui ont pris part à des actions terroristes ont bien montré qu'à 15 ans, on peut déjà être un terroriste potentiel. Ça, c'est en ce qui concerne la question de ce qui va plus loin. Toutes les autres mesures ne vont en tout cas pas plus loin que le code pénal. C'est des mesures administratives. Et honnêtement, je trouve qu'une obligation d'entretien, ce n'est pas une mesure liberticide. C'est une mesure de prévention. On ne force pas quelqu'un à rester chez lui 24 heures sur 24. On demande à quelqu'un de venir discuter au poste de police. Et je trouve que quand quelqu'un rentre dans le radar et puis quelqu'un à qui on applique ces mesures, eh bien, il peut déjà suffisamment commencer à se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis, je doute qu'il y aura énormément de cas où on va aller jusqu'à cette assignation à résidence. Parce que l'idée, c'est vraiment de prévenir, pas de punir. Ça, c'est important. Alors, moi, je trouve très intéressant parce qu'en tant que juriste, je trouve que justement, la loi, quand on fait une loi, il faut être conscient qu'elle va s'appliquer à l'ensemble des citoyens. Oui, donc, finalement, là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une loi d'exception qu'on veut un peu bricoler. Et puis, concernant le droit de recours, c'est aussi intéressant ce que tu dis parce que, alors, le TMC agit vite en général, mais là, on dit, bon, il y a un droit de recours au TAF, très bien. Mais même en France, qui a une loi qui va beaucoup plus loin, qui a démontré qu'il y avait beaucoup de dérives de gens qui n'ont rien à voir avec des terroristes, qui sont réellement surveillés, même dans cette loi-là, on force le tribunal administratif français à statuer en 2 mois, et puis quand il y a une atteinte grave aux droits fondamentaux, en 48 heures. Là, ce n'est pas le cas. Donc, si on a des mesures qui vont jusqu'à 9 mois, effectivement, c'est des mesures qui sont assez courtes dans le temps. Le TAF, il va peut-être statuer en, disons, si on est positif en 6 mois. Si j'ai déjà fait les 2/3 de ma mesure, et puis qu'on me dit, ah, finalement, cette mesure, elle n'était pas licite, eh bien, ça me fait une belle jambe. Donc, le droit de recours, dans ce cas-là, franchement, il n'est pas... Je ne pense pas qu'il garantit le droit fondamental à un procès équitable, parce que quand on prend des mesures, encore une fois, qui restreignent la liberté, je ne parle pas... L'obligation d'entretien, alors, tout ce qu'elle fait, cette loi, c'est qu'elle rend l'entretien obligatoire. Mais a priori, aujourd'hui, c'est déjà possible de convoquer un jeune qui a des activités sur Internet qui font qu'il rentre sous le radar des autorités. Simplement, ce n'est pas obligatoire. Après, voilà, jusqu'où on va dans l'immersion dans la sphère privée et dans l'éducation que ces parents ont à faire à leurs jeunes, tout simplement. Je veux dire, on peut prendre un autre exemple. Les jeunes qui ont des problèmes de drogue ou d'addiction au jeu, c'est les parents qui doivent décider de les interner, de faire quelque chose pour leur santé, etc. Là, je pense que c'est assez similaire, honnêtement. Voilà. Franchement, cette loi, elle est vraiment mauvaise par bien des aspects. Et encore une fois, je reviens sur la définition. On ne parle pas de petits terroristes islamistes. Là, on parle vraiment des personnes qui ont des propos engagés, propagation de la crainte, ça peut être l'indépendantiste jurassien de Moutier, je veux dire. Ça peut vraiment être un peu n'importe quelle personne qui a une grande gueule dans l'espace public. Il faut juste être clair là-dessus. Et si je peux juste finir, le fait d'étendre cette loi à autant de gens, donc il faut retravailler minimum ces définitions, à mon sens. Et puis, si elles ne sont pas retravaillées, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se diriger vers une société de plus en plus de paranoïa et de surveillance. Et puis dire qu'il n'y aura pas de dérive parce qu'on n'est pas dans une république bananière, je m'excuse. L'affaire des fiches, c'est 900 000 personnes qui ont été surveillées par la Confédération. Donc, il faut juste replacer les choses dans leur contexte. Et puis, on a toutes les armes. Et encore une fois, je pense que quand il y a eu des cas comme Morge, le type, il était dans le radar des autorités, il avait fait de la prison et il voulait l'interner. Et je pense qu'il y a eu un problème de coordination des autorités, très honnêtement. Et il était à quelques jours de son enterrement, il y a eu une perquisition le 8 septembre chez lui et il est passé à l'acte le 12 septembre. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé ces 4 jours-là? Là, on veut nous mettre une loi supplémentaire pour se soulager la conscience, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. On doit prendre ses responsabilités et puis agir avec les lois qu'on a. J'aimerais juste revenir sur un point.
Vasile, je me permets juste de te couper avant que tu attaques. On va gentiment terminer la réunion. Je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin que 10, plutôt 12, 13. 8h12-13, donc voilà, je te laisse répondre et puis le public, sur un point, la c'est dernière pas question. d'attaque, juste deux points. L'attentat de Nantes, je n'aurais pas forcément pu être prévenu par cette loi et pas forcément empêché. Là, il n'y a pas de doute, et Madame Karine Keller-Souter l'a dit très clairement, on ne sait pas forcément si ça aurait pu être empêché. Et puis Madame Porcher l'a souligné, je n'étais pas là en commission, mais alors apparemment en commission, ils ont dit que ça n'aurait pas pu être empêché. Certes, mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise loi. Je veux dire, il y a bien des accidents qui ne sont pas empêchés par le code de la route, ce n'est pas pour autant qu'il faut l'abolir. Et puis, peut-être sur le point de gens engagés qui peuvent être suivis par la Confédération. Alors, des exemples que tu as relevés, que j'ai mis en avant, à mon sens, ils sont quand même pas mal aberrants sur le droit de vote des femmes. Je ne vois pas en quoi le droit de vote des femmes remet en cause l'ordre étatique. C'est une votation fédérale où la majorité du peuple approuve cette loi, cette initiative, pardon. Je ne vois pas en quoi ça remet en cause l'ordre étatique. Et honnêtement, je ne vois pas en quoi ton engagement personnel remet en cause l'ordre étatique. Ton engagement, voilà, il porte des idées. Par exemple, le mariage pour tous, c'est un autre exemple. Oui, on va voter dessus. Jusqu'à ce que ça arrive en votation, il y a un moment… Excusez-moi, Virginie, je vais quand même le laisser terminer. Il y a un moment où ce n'était pas correct de je suis désolé. dire selon la moralité de la société. Alors, c'est une discussion de moralité. Alors là, on ne dit pas qu'il faut qu'on passe à la moralité. Alors, on peut s'attaquer à la moralité. Alors ça, d'ailleurs, je soutiens tout à fait le fait d'apporter des idées progressistes. Et puis, c'est très bien qu'ici, au PLR, on est tous progressistes. Et d'ailleurs, le mariage pour tous, on soutient aussi. Un peu sécuritaire aussi. Pardon ? Un peu sécuritaire aussi. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Mais bon, c'est un autre débat. On ne va pas dans la philosophie, mais dans les cas concrets, de nouveau, le mariage pour tous, ça ne remet pas en cause l'ordre établi. Tu ne demandes pas de faire une révolution armée, assiéger le Parlement pour un seul mariage pour tous. Tu demandes une initiative, un vote démocratique, et puis tes actions sont faites dans le cadre des procédures démocratiques existent dans le pays, et ça ne remet en aucun cas ça ne remet pas en cause l'ordre établi. Si on parle des activistes du climat que tu as mentionné entre autres à Infrarouge hier, alors ces activistes ont le droit constitutionnel de manifester, ils l'exercent, et puis lorsqu'il y a des dérives, du vandalisme, eh bien ils sont punis par le code pénal parce qu'il y a un délit qui est commis, et puis une infraction, pardon. Et puis voilà, ils sont punis par le code pénal. Et puis des fois, les tribunaux estiment qu'il n'y a pas eu d'infraction, et puis là, ils ne le sont pas. Donc, il n'y a pas de remise en cause d'ordre établi avec des votations, avec des idées nouvelles. Et cette loi ne vise pas à attaquer ce n'est pas une loi conservatrice qui va attaquer les progressistes qui souhaitent apporter de nouvelles idées. C'est une loi antiterroriste, il faut quand même le rappeler, à mon sens. Voilà. Je vais me permettre de poser du coup la question au public. Est-ce que vous avez des dernières questions? Sinon, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là-dessus. Voilà, si vous voulez lever la main, c'est le moment. Très bien. Dans ce cas, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a eu des très beaux arguments d'une part et d'autre. On t'entend plus. Comme ça, normalement. Oui, c'est bon. Ils m'entendent, super. Alors, je suis très content de ce débat. On a eu vraiment des bons arguments des deux côtés. Il s'est un peu enflammé, mais on est quand même retombé sur une conclusion un peu plus calme. Je pense que les arguments des deux parties ont pu être compris et entendus. Donc, voilà, je vous remercie à tous, aux intervenants comme au public, d'avoir participé à cette conférence. Je vous préviens déjà qu'elle sera mise en ligne sur nos réseaux, donc vous pourrez la retrouver sur les réseaux de Conseil des jeunes d'Écu Blanc. Et je pense que je peux vous souhaiter une bonne soirée. Et voilà, au plaisir de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle conférence. Merci pour l'invitation. Pardon ? Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Ouais, merci pour N'hésitez pas à envoyer vos liens aussi par mail ou